bonjour ami Landillon. Bonjour Florian. Bonjour Jean. Bonjour monsieur Landillon. Alors nous allons débuter cet entretien de juin pour la revue Militant des actualités commentées et je laisse l'ami Jean vous lancer sur la première question du premier dossier. La question du premier dossier sur la transition énergétique. D'après vous, quels sont les facteurs dont on doit tenir compte pour mener cette politique? Alors, la première question à se poser, c'est de savoir pourquoi doit-on faire une transition énergétique? Parce que la question, personne ne se la pose. Ça vient d'où? Ça vient tout simplement de groupes de pression écologistes, qui ont commencé à se plaindre du nucléaire, à se plaindre de la pollution, du CO2 et de choses et autres, et à dire il faut passer à des énergies propres. Alors le nucléaire n'est pas propre, évidemment. On lance l'affaire de Tchernobyl, on va parler encore de Fukushima, et on se rend compte que le nucléaire, effectivement, lorsqu'il y a un accident nucléaire, ça provoque des dégâts assez importants. On va parler ensuite des énergies comme pétrolières à base de carbone, comme le pétrole ou le charbon, et ça dégage beaucoup de CO2, donc ça pollue. Effectivement, lorsqu'on se souvient de l'Angleterre de la fin du 19e siècle, on nous présente toujours Londres enfumée avec les cheminées d'usines, la suie, la saleté, enfin toutes ces choses-là. Donc effectivement, produire de l'énergie propre, pourquoi pas? La question est de savoir comment et avec quel type d'énergie. Alors que nous propose-t-on? Des énergies renouvelables. Alors qu'est-ce qu'une énergie renouvelable déjà? C'est bien difficile. Une énergie renouvelable, on nous parle du vent, on nous parle de l'eau. Oui, effectivement, le vent et l'eau existent depuis que la Terre existe, et puis ça va continuer dans les années qui viennent. À cette différence près, qu'il faut savoir que le vent, donc l'énergie éolienne, est assez intermittente. Il faut du vent. Il faut du vent. Or, il n'y a pas toujours du vent. Dans les périodes comme les périodes de sécheresse l'été, ou les périodes de froid l'hiver, nous sommes en période anticyclonique, la plupart du temps, il n'y a pas de vent. Or, en hiver, on a besoin de se chauffer, on a besoin de s'éclairer, donc on a besoin d'énergie électrique. Et que nous propose-t-on pour combler les manques d'électricité d'origine éolienne? C'est de construire des centrales thermiques. Centrales thermiques au gaz, centrales thermiques au charbon. Comme la Chine. En Chine, c'est couvert de centrales au charbon. On a la même chose en Allemagne. Les Allemands sont en train de suppléer aux intermittences de l'éolien en construisant des centrales thermiques qui elles-mêmes vont produire de cette fameuse pollution dont le but de la transition énergétique est de l'éviter ou de la réduire. Alors, pour moi, on a affaire clairement à des charlatans. On a affaire à des charlatans. D'autant plus que si l'on prend les méthodes de fabrication des éoliennes, les techniques industrielles qui sont utilisées conduisent à produire dans la nature des rejets souvent très polluants. On utilise des métaux rares, on utilise différentes techniques qui rejettent dans la nature des déchets chimiques assez importants. Alors, où se trouve l'intérêt de la transition énergétique? Si ce n'est pour certains groupes d'intérêt. Parce que dans cette affaire, la transition énergétique n'est pas perdue pour tout le monde. Il y a les groupes de fabrication d'éoliens, de matériel et autre chose de ce type qui ne profitent pas d'ailleurs nécessairement aux industries européennes et notamment, lorsqu'on parle de la France, à l'industrie française. Lorsque vous fabriquez des éoliennes, vous faites surtout travailler l'industrie allemande et l'industrie chinoise. Donc l'étranger. Notamment pour les panneaux solaires. Alors là, c'est autre chose. J'ai parlé d'éolien. Mais je n'ai pas parlé du solaire. Alors, la fabrication de panneaux solaires coûte excessivement cher. Mais il pollue énormément. La fabrication des panneaux solaires utilise des cristaux
ça a non seulement un coût énergétique pour les fabriquer, mais ça a aussi un coût en termes écologique, en termes de pollution. En termes de pollution. C'est pas recyclable. Et ce n'est pas recyclable. Alors on nous parle d'énergie renouvelable avec ce type... c'est renouvelable. C'est pas renouvelable. D'autant plus que si l'on veut aller au fond des choses, l'énergie renouvelable, les panneaux solaires réfléchissent une partie de l'énergie solaire et ne la donnent pas à la Terre qui elle-même, en absorbant la chaleur, crée un magazine de l'énergie thermique. Autrement dit, si l'on veut bien aller au fond des choses, l'énergie solaire telle qu'elle est utilisée actuellement n'est pas une énergie renouvelable puisqu'elle empêche la Terre d'absorber les rayons et la chaleur. Donc elle appauvrit la Terre en chaleur et en énergie thermique à long terme. Aux Pays-Bas, il y a cependant en fait une expérience intéressante au niveau du solaire. Ça serait des pistes cyclables qui seraient en fait des réflecteurs solaires qui par conséquent fabriqueraient de l'énergie. Mais alors, là encore, nous sommes des sociétés économiquement développées qui sont énormément consommatrices d'énergie. Alors, la mise en place de toutes ces techniques va produire combien d'énergie? Oui, c'est ça. Dans un pays comme la France, aujourd'hui, le solaire, l'éolien, ça représente quoi? 2%, 2-3%. Le rapport pour une éolienne. Et puis ça a un rôle dans la destruction du paysage, parce que voir toutes ces éoliennes en province où il y en a 6 d'affilée, c'est pas très joli non plus. Non. Et en plus, vous avez une pollution terrestre. Pour construire une éolienne, vous avez 15 à 20 tonnes de béton qui sont enterrés dans le sol. Lorsque vous circulez par exemple dans la plaine de Beauce, je pense qu'il est plus utile de produire du blé que de construire des éoliennes qui stérilisent des sols définitivement. Ouais. Ils sont un peu revenus en arrière sur cette politique, notamment parce qu'ils ont découvert que les oiseaux venaient se percuter dedans et en mouraient. Il y a effectivement ce que l'on pourrait appeler, pour employer des mots à la mode, des dégâts collatéraux sur les animaux. C'est ça. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Énormément de cigognes, ou d'oiseaux migrateurs perdent la vie dans ce genre de catastrophe et remettent en cause l'équilibre écologique. Parce que lorsque l'on parle d'écologie, de défense de l'écologie, de la pollution ou autre chose, c'est bien autre chose qu'une transition énergétique ou la pollution en CO2. L'écologie, c'est d'abord la préservation d'un écosystème. C'est de faire vivre les sociétés en symbiose avec leur environnement, avec la nature au sein desquelles elles s'insèrent. Et aujourd'hui, il est bien clair que nos sociétés dites développées détruisent l'environnement, en détruisent totalement l'équilibre, et pire encore, au nom de notre modèle de société, on s'en va détruire des sociétés, peut-être que l'on qualifierait d'archaïques, mais qui, elles, ne nous demandent rien, vivent tranquillement, et ont un bilan énergétique équilibré. Alors il faut donc bien réfléchir à ce que l'on parle lorsque l'on parle de transition énergétique, lorsque l'on parle de problèmes écologiques. Et la transition énergétique, lorsque l'on parle de ces questions-là, à quel coût on les obtient? Aujourd'hui, en France, l'énergie nucléaire qui produit 75% à peu près, si je ne me trompe, de l'énergie électrique en France, est offerte aux consommateurs à un coût assez réduit. C'est raisonnable. L'énergie éolienne ou solaire que l'on veut nous imposer coûte 3 à 4 fois plus cher. Autrement dit, pour satisfaire des groupes de pression, pour satisfaire des groupes d'intérêt, on va faire payer le consommateur à des tarifs absolument astronomiques, des systèmes qui finalement ne fonctionnent pas réellement. Des sociétés qui font de la rentabilité pour aller en plus, aller prospecter à l'étranger, pour ouvrir des marchés dans des pays étrangers. Voilà. Et donc avec l'argent des contribuables français. Les responsables politiques, c'est l'Union européenne, entre autres choses, et ces groupes que vous nommez, ou aussi les écologistes de gauche, etc. Les écologistes de gauche, oui, qui sont partis sur cette marotte. Ce sont les responsables. Et qui continuent. Si l'on veut vraiment de l'énergie renouvelable,
Alors là, j'aurais une proposition, une idée à faire, c'est utiliser l'énergie hydraulique de tous nos cours d'eau. Si vous prenez par exemple au début du XXe siècle, la plupart des petites villes, des petites bourgades, avaient installé des turbines électriques sur les cours d'eau, voire construit des petits barrages qui alimentaient la ville. Ah oui. C'était pas avec des moulins, ça c'est encore... Par exemple, vous avez, je vais prendre la Bourboule par exemple, station thermale certes, mais qui avait construit un barrage sur la Dordogne et qui dès 1909 avait l'électricité. Je peux citer d'autres villes dans la Nièvre, des petites bourgades comme l'Orne, qui dès 1912 avaient l'électricité. Qu'a-t-on fait de ces barrages, de ces installations? On les a abandonnés progressivement. Vous aviez des petits barrages au fil de l'eau dans certaines régions qui alimentaient, bon évidemment, c'était pas énorme. C'était pas énorme. Mais si l'on veut faire un aménagement électrique, en termes hydrauliques, il y a d'énormes potentialités en France. Ah oui. Il y a d'énormes potentialités. Or ça, on ne l'utilise pas. Ça, on ne le cherche pas. Ça, c'était justement une question d'essayer de trouver une solution, et la solution des nationalistes serait de proposer celle-là. Donc, rétablir les barrages. C'est en partie une solution. Quant à l'énergie nucléaire, lorsque l'on en balance les dangers du nucléaire et les dangers que représentent l'éolien et autres gadgets, parce qu'il faut bien dire qu'il s'agit de gadgets à mon sens, le nucléaire pour le moment, à l'exception près d'accidents qui arrivent inévitablement dans un domaine ou un autre, n'est absolument pas à négliger. D'autant plus que dans les années à venir, y arrivera-t-on, n'y arrivera-t-on pas? Si on veut une énergie durable et renouvelable, c'est tout simplement utiliser l'énergie de fusion. Or, si des travaux sont entrepris à l'échelon mondial, on ne met pas quand même tous les moyens dont on dispose dans cette recherche. On pense aboutir dans les années 2050-2060, mais si l'on voulait aboutir plus tôt, il faudrait peut-être se lancer dans des recherches systématiques qui actuellement sont, à mon sens, relativement partielles et intermittentes. L'ami Jean, si tu peux relancer sur peut-être le réchauffement climatique ou... Oui, le réchauffement climatique, on n'a pas abordé tout à fait. Oui, dit réchauffement climatique intervient-il dans cette mise en œuvre? Alors évidemment, pour parler de transition énergétique, on fait intervenir la notion de réchauffement climatique. Alors, première question, y a-t-il réchauffement climatique? Oui. Alors si vous prenez les thèses officielles, effectivement, il y a réchauffement climatique. Il y a un dérèglement. Il y a un dérèglement. Vous les entendez, ils vous expliquent obligatoirement il y a un dérèglement climatique. Mais alors, comment arrive-t-il à ce résultat? Vous avez tous entendu parler de la fameuse courbe en crosse de hockey. C'est-à-dire, on vous explique que dès les années 1800, dès le début de la révolution industrielle, ça y est, de manière quasi exponentielle, les émissions de CO2 ont commencé à apparaître. C'est faux. C'est totalement faux. C'est prouvé aujourd'hui, différentes études l'ont montré. Mais on continue toujours à nous parler de cette crosse de hockey. C'est un alibi. Ensuite, c'est un alibi. Ensuite, que connaît-on de l'évolution du climat? Relativement peu de choses. Les mesures de température, les premières remontent aux années 1870-1880. Où ont-elles été faites? Généralement dans des villes, dans des centres urbains, qui eux-mêmes sont des milieux artificiels par rapport à l'ensemble de la nature. Que sait-on de l'évolution du climat en général? Il y a peu de choses. Les carottes glaciaires qui en disent non sur le climat. Alors les carottes glaciaires, les spécialistes eux-mêmes disent que lorsqu'on fait les prélèvements, ils ne sont pas totalement étanches. Donc il y a des interventions, des échanges avec le milieu actuel et l'air emprisonné depuis des millions d'années. Oui. Donc on ne peut pas très bien savoir non plus, on ne peut pas avoir de très grande précision. En plus, les carottes glaciaires vont nous renseigner de ce qui s'est passé à tel endroit. Oui, mais non, peut-on extrapoler? Non. Scientifiquement, non. On n'en a pas le droit. On peut en fait se faire une idée sur la composition de l'air.
grâce à l'emprisonnement de ces fameuses bulles d'air, etc. À condition, oui, mais à condition que les prélèvements soient bien étanches. Oui, bien étanches. Et c'est à partir dans un lieu particulièrement précis. Très confiné. Ouais. Très confiné. Et aujourd'hui, plus les recherches avancent, plus on se rend compte que d'une région à une autre, les évolutions climatiques ont été totalement différentes. Oui. Il y a des endroits où les glaciers, par exemple, par des glaciers, il y a des endroits où les glaciers régressent, il y a des endroits où ils avancent. Et comme ça, depuis 2000 ans, sinon plus. Et comme ça, depuis plus de 2000 ans. On nous parle du réchauffement climatique qui va présenter un danger à partir de modèles mathématiques. Mais lorsque vous regardez, je ne suis pas particulièrement spécialiste de la modélisation mathématique, mais j'ai quelques connaissances en la matière, et lorsque l'on voit les hypothèses utilisées pour la construction des modèles, vous vous rendez compte que ce sont des hypothèses simplistes, extrêmement simplifiées. Et le plus grave, c'est qu'à partir de ces modèles, on a fait des extrapolations qui sont reprises par tout le monde, qui sont reprises par des lobbies industriels et qui ont intérêt à les développer. Et il y a, dans les années 2006-2007, il y avait je le dis toujours, un spécialiste français, le président de la Société de mathématiques, Bernard Bozamy, qui a fait des études là-dessus et qui a montré l'absence de validité scientifique de ces modèles et des extrapolations qui ont été faites. Et ce qui me gêne beaucoup dans cette affaire, c'est qu'au lieu d'utiliser les arguments de ce personnage d'importance, on les a occultés. Ouais. Voire on les a vilipendés. Voire on les a détractés. Mais on ne les a jamais attaqués au fond, on ne les a jamais traités. On les a essentiellement ignorés, voire vilipendés, dénigrés, mais on ne les a jamais attaqués au fond. Alors moi, c'est ce qui me gêne énormément dans ce genre d'affaires, lorsque des gens vous présentent des arguments d'opposition et qu'on n'y répond pas, qu'on les néglige. C'est ça, c'est quand il faudra démonter ces fameuses éoliennes qu'on demandera aux gens de se mettre la main à la poche, et puis il va falloir dépolluer les sols, comme vous dites. Alors là, ce sera autre chose. Ça, c'est un autre sujet par rapport à l'agriculture. Voilà, mais là, ces questions-là, donc, on ne traite pas du sujet. On ne traite pas, on ne répond pas aux arguments contraires à cette idée de réchauffement climatique. Et à partir du moment où on refuse de répondre à des arguments contraires, sauf à dire ils ne sont pas valables, on ne veut pas en discuter, sans aller plus loin, des théories de ce genre... C'est une faute d'intelligence. C'est une faute d'intelligence et me pousse à une énorme suspicion. À mon sens, aujourd'hui, le réchauffement climatique n'est absolument pas prouvé. Lorsque l'on sait par exemple qu'un pays comme le Groenland était un pays vert, lorsque ces découvreurs l'ont ainsi dénommé, et qu'aujourd'hui vous voyez que c'est un pays plein de glace avec quelques lichens qui poussent par endroits, on peut se poser des questions quant à l'actuel réchauffement climatique. Lorsque vous savez qu'au début de l'ère chrétienne, ils poussaient de la vigne à Stockholm et qu'aujourd'hui vous n'êtes même pas capable de faire vivre un cep de vigne, vous pouvez vous poser des questions. Lorsqu'au Moyen-Âge, on arrivait à faire pousser de la vigne en Angleterre et qu'aujourd'hui on arrive tout juste, bien difficilement à la faire pousser, des fraises ou autres. Donc le réchauffement climatique, où est-il? Il y a un changement climatique, c'est sûr. Il y a des variations climatiques d'une période à une autre, mais de là à en conclure qu'il y a un réchauffement climatique, on n'en est absolument pas sûr. Aux États-Unis, cette année, il y a eu un hiver terrible, apparemment. Ils ont dit. Et voilà. Bon, si vous prenez par exemple la Sibérie, l'hiver 2000 a été le plus froid jamais enregistré. Ça, on l'occulte. Lorsque l'on veut établir des courbes sur la durée, il faut établir des moyennes. Lorsque l'on parle par exemple de crues centenales, de tempêtes centenales et autres, là encore, alors ça veut dire que tous les 100 ans, vous avez une crue, vous avez une tempête, vous avez un cyclone dévastateur, et pendant les 99 autres années qui viennent, vous allez être tranquille. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez avoir 4-5 tempêtes, 4-5 événements qui vont se reproduire dans les 10-15 ans qui suivent, et puis après vous n'avez plus rien pendant 200 ans. De là, pouvez-vous en conclure qu'il y a un dérèglement, il y a ceci ou cela? Non. Donc aujourd'hui, à mon avis, l'histoire du réchauffement climatique a surtout une utilisation politique. Et vous pensez que le rapport du baril pétrole
rapport énergétique, est-ce que ça pourrait être un des motifs pour lesquels Le motif, à mon avis, va bien au-delà. C'est un motif politique qui vise avant tout à dire que les problèmes énergétiques, les problèmes climatiques dépassant les frontières, nous obligent à un gouvernement mondial. Le morceau est lâché. Oui, évidemment, sauf cette fameuse histoire de Tchernobyl où on nous a raconté que le nuage nucléaire s'était arrêté sur le Rhin. On avait dû braquer nos canons, va des rétros le nuage nucléaire. Sauf que beaucoup de personnes ont eu des maladies, en Alsace, notamment des maladies thyroïdiennes. Et pour peut-être boucler le sujet et passer à un suivant, on pourrait traiter de Fukushima, qui est vraiment le premier incident finalement qui a enclenché cette politique ou une accélération. Ça a été plutôt une accélération. Alors quelle est cette affaire de Fukushima, si vous pouvez le rappeler? L'affaire de Fukushima, c'est une centrale nucléaire qui s'est trouvée mise en péril tout simplement parce qu'il y avait eu un raz-de-marée. Donc, une lame de fond, un raz-de-marée extrêmement important. Alors, le seul reproche que l'on puisse faire, c'est que la centrale avait été construite dans un endroit à haut risque. Face à la mer. Face à la mer, donc, dans une zone sismique, une zone à risque de raz-de-marée important, qu'on appelle des tsunamis là-bas. Effectivement, c'était une faute de construction. Mais est-ce que ça remet en cause l'énergie nucléaire en elle-même? Non. On a amalgamé la faute d'avoir construit la centrale à cet endroit et le risque nucléaire de réacteurs qui se détraquent de manière totalement indue. Il y a eu des fautes de sécurité. Des fautes de sécurité. Mais ce n'est pas le nucléaire en lui-même qui est en cause. Et en réaction, on a vu une bonne réaction justement du gouvernement nippon en tant que dans le domaine du sauvetage, on va dire. Du sauvetage, oui. Contre les Français, enfin notre gouvernement ou leur gouvernement n'en aurait pas fait. Non, oui, mais les Japonais ont une différence sur la France, c'est que c'est un peuple soudé, un peuple ethniquement homogène, qui sait d'où il vient, qui sait à peu près où il veut aller, qui veut surtout se conserver lui-même. Nous, chez nous, on a un gouvernement idéologique, on a un gouvernement républicain, mais qui n'est pas un gouvernement français. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on réagit de manière idéologique en fonction de centres de groupes de pression, de groupes d'intérêt, et on ne s'occupe pas nécessairement de l'intérêt du pays. Et lorsque vous avez un pays dont la ligne historique, la ligne de la tradition a été coupée, est influencée et polluée, et là c'est le mot, de différentes influences étrangères qui vont contre ces traditions millénaires, nécessairement vous avez un gouvernement qui fonctionne mal. Nous allons passer à la question des retraites. Alors, les retraites. Alors, que dire des volontés de réforme qui visent la retraite actuellement en France? Alors, la volonté de réforme des retraites, là encore, on ne traite pas du vrai problème. Le problème des retraites tel qu'on le présente, c'est dire qu'il n'y a plus de sous en caisse. C'est leur argument. Moi, ça me paraissait évident qu'ils allaient taper dans la caisse. Donc, il n'y a plus de sous en caisse. Alors, l'argument qui vient aussitôt, c'est que lorsqu'on a lancé les retraites par répartition, il y avait 3 ou 4 cotisants pour un retraité, maintenant on va bientôt être à 2 pour 1 et bientôt 1 pour 1. Alors la première question à se poser, c'est pourquoi en est-on arrivé là? On en est arrivé là, déjà, tout simplement parce que la natalité ne se renouvelle pas. Donc première question pour traiter le problème des retraites, c'est mener une politique de natalité, une politique nataliste. Ça pose déjà la première chose, avant toute chose, ça pose cette question, assurer l'avenir. Régler le problème démographique. Régler le problème démographique. Les jeunes doivent travailler pour cotiser, pour que les vieux puissent le faire. Voilà. Dans le cadre du système actuel. Donc voilà, déjà, renouveler les générations, on ne le fait pas. Alors on va nous dire, si en France on renouvelle à 2,1, etc., c'est formidable. Oui, il faut voir avec qui on renouvelle. C'est ça, évidemment, on ne veut pas faire de statistiques ethniques et autres, mais on se rend bien compte que l'essentiel du renouvellement démographique se fait en France par les populations étrangères. Qui arrivent par bateau.
qui arrivent par bateau. L'immigration elle-même. Par l'immigration elle-même, et par au moins les immigrants de première génération qui font beaucoup d'enfants. Si on prend les... Après 2-3 générations, c'est fini. Hein. Après 2-3 générations, c'est comme nous, c'est sûr. Mais seulement, au fur et à mesure que, comme il y a de nouvelles vagues qui arrivent tout le temps, ce sont ces populations-là qui font énormément d'enfants. D'autant plus que si vous avez les populations musulmanes qui pratiquent la polygamie, vous avez très vite fait d'avoir plusieurs enfants. Et ce à quoi il faut ajouter l'aide sociale. Et l'aide sociale qui leur facilite la chose. Donc, le renouvellement des générations en France n'est absolument pas assuré, comme dans l'ensemble de l'Europe non plus. Alors, il faut mener une politique nataliste. Il faut que ce soit une politique nataliste, évidemment, réservée aux nationaux, c'est-à-dire aux gens de souche. J'ai parlé tout à l'heure du brouillage de notre tradition par l'immigration, mais la première chose à faire, c'est d'assurer le renouvellement des personnes qui habitent en France, qui sont originaires de France et qui surtout se reconnaissent dans la tradition millénaire de la France. Si vous allez en Chine aujourd'hui, et que vous vous présentez pour être naturalisé chinois, on va vous regarder d'un drôle d'air. Vous êtes un long nez, vous n'êtes pas un âne. Vous allez dans différents pays. Il n'y a que chez nous où finalement la nationalité s'acquiert uniquement sur un morceau de papier. Donc il y a tout ce... Mais ça, c'est le problème que soulèvent depuis longtemps tous les nationalistes et qui fait d'ailleurs qu'ils sont diabolisés par le système. Alors ça, c'est la première question, la question démographique. Alors, une politique nataliste, ça va déjà par permettre aux femmes de s'occuper de leurs enfants, ça permet d'avoir un salaire maternel, ça nécessite aussi de donner des logements quasiment gratuits aux gens dès qu'ils ont 3, 4 ou 5 ans, encore plus. Enfin, donc, il y a une politique d'appel. La Russie la pratique. Une politique familiale. Une politique familiale. La Russie l'a lancée. Ça commence à donner des résultats assez intéressants. Peut-être pas suffisants, mais ça commence à donner des résultats intéressants. Ceux qui voyagent à Moscou voient des poussettes partout dans les rues d'enfants russes. Alors oui, c'est hallucinant comparé à nous. Voilà. Donc, là, c'est déjà un premier travail. Régler le problème des traites, c'est déjà investir dans les berceaux. Deuxième problème, alors la question du financement par les retraites. Savoir si on procède par capitalisation, par répartition, ou alors par un autre système, mais qui n'est plus capitaliste, c'est le système du crédit social. Alors, est-ce que vous pouvez définir un peu les trois Alors, les trois. Alors, le système par répartition, effectivement, ce sont les cotisants du moment qui payent les retraites des personnes qui sont en retraite au moment où les gens travaillent. Donc, ça passe d'une caisse à l'autre. Alors, il est bien évident qu'au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent par rapport aux retraités, les caisses se vident. C'est la situation que l'on a actuellement. Oui, c'est ça. Mais ce système par répartition a été mis en place, pourquoi? En 1941 notamment, tout simplement parce que le système par capitalisation embryonnaire qui existait auparavant avait fait faillite. Il y avait un système de retraite des vieux travailleurs qui avait été mis en place dans les années 20-30, qui est un système par capitalisation qui avait fait faillite. Donc les fonctionnaires font une retraite par capitalisation. Les fonctionnaires disposent d'une retraite par capitalisation, mais les fonctionnaires sont payés directement sur le budget de l'État. Il n'y a aucune provision, aucun provisionnement, ce qui donne d'ailleurs des sueurs froides à certaines personnes. Parce que si le budget de l'État part en faillite, pour une raison ou une autre, ou en banqueroute, l'État n'est jamais en faillite, il est en banqueroute. Bien, alors, comment paiera-t-on les retraites? Enfin, on verra bien qu'à partir du moment où un système est à terre, on peut toujours le reconstruire. Mais le système par capitalisation, c'est un système qui fonctionne dans la mesure où il y a de l'activité économique, où il y a du développement, et aussi parce qu'il y a un développement économique qui produit des intérêts et qui augmente le capital, aussi bien boursier que du long terme, financier. C'est du long terme, mais il y a des accidents. Et les accidents sont nombreux. J'ai parlé de la guerre de 40, mais on peut parler aussi de ce qui se passe aux États-Unis avec des fonds de pension, des fonds de capitalisation, notamment pour l'automobile, qui ont dû être renfloués par l'État parce qu'autrement les travailleurs de l'automobile aux États-Unis n'avaient plus rien. Et il y a encore aujourd'hui des fonds de pension qui font faillite, des retraites par capitalisation, et les gens se retrouvent plus ou moins à la pension congrue. Donc, il faut le véritable problème
repose sur autre chose. Il faut bien voir que l'économie telle qu'elle fonctionne produit moins de revenus qu'elle ne crée disons, de masse monétaire. Effectivement, ça se comprend assez facilement. Lorsque vous avez des salaires, les salaires, qui sont les coûts de production, en grande partie, sont moindres que le prix de vente des biens. Comme depuis des années, on a baissé la part des salaires dans la valeur ajoutée, les gens ont de moins en moins de moyens. Donc ils achètent moins, donc ça fait moins vivre le marché. Donc, oui. ça fait moins vivre. Et de l'autre côté, pour alimenter le système économique en signe monétaire, eh bien, on a utilisé ce qu'on appelle toute cette industrie financière. Alors, il y a un moyen aujourd'hui, dans le cadre du système actuel, d'assurer le financement de la retraite, c'est effectivement ce système de capitalisation, avec toute la masse monétaire qui circule à travers le monde. Et je rappellerai que 97% de la masse monétaire existant dans le monde n'a rien à voir avec l'économie réelle. La masse monétaire concernée par l'économie réelle, productive, marchande et autres, c'est à peu près 3% de la masse monétaire mondiale. Donc, effectivement, par ce système d'alimentation propre au système, disons, de finances capitalistes tel qu'il existe actuellement, on peut arriver à créer les signes monétaires dont les gens ont besoin et que l'économie ne crée pas. La seule chose, c'est que le système tel qu'il est monté actuellement est un système fondé sur la spéculation et qui peut très bien arriver à la catastrophe dans les années à venir. Et à ce moment-là, comment va-t-on procéder? Puisque tout le monde sera ruiné. Pourtant, il faudrait bien que les gens vivent. Alors, il y a le système du crédit social qui avait été mis en place par le major, qui a créé, inventé par le major Douglas au Canada, dans les années 30, qui permet de donner à chacun un revenu minimum relatif à la valeur ajoutée nationale créée dans le pays. Mais il est bien évident qu'un tel système va à l'encontre des intérêts financiers. Va contre la spéculation. Va contre la spéculation, va contre les intérêts financiers particuliers. Donc évidemment, c'est un système qui n'est pas actuellement envisagé. Si certaines personnes en parlent de temps en temps, de ce revenu minimum. Mais il faut remettre en cause tout le monde financier actuel. Il faut remettre tout le monde financier en cause. Il faut que cela soit réservé à une communauté nationale homogène, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et en plus, il faut aussi que l'on dispose d'une économie qui produise les richesses dont l'économie nationale a besoin. Oui, il ne peut pas y avoir un taux de chômage incroyable comme aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir un taux de chômage incroyable. Et surtout, il faut aussi, non pas qu'on soit autarcique. L'autarcie, bon, c'est en période de guerre ou autre, mais il faut au moins que l'on puisse produire chez nous tout ce dont on a besoin pour l'essentiel et dont on a les moyens techniques, matériels, scientifiques et humains pour les produire. Un maximum d'autosuffisance. Un maximum d'autosuffisance. Je pense que normalement, le commerce international, il est là pour suppléer au manque de production nationale, mais il n'est pas là pour vider les économies nationales de leur substance. Aujourd'hui, l'économie, je me souviens toujours de Fabius, qui en 1984 avait déclaré cette stupidité, cette énormité. Il faut s'adapter à créer une société post-industrielle. Mais pourquoi pas post-agricole pendant qu'on y est? Oui. Une société post-industrielle, non. Un pays a besoin de l'agriculture, il a besoin d'industrie, et les services ne sont là que pour servir les deux premiers. Oui, alors que maintenant, c'est du service, du travail dans les bureaux, etc. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est lorsque l'on voit les jeunes générations qui sont envoyées dans des écoles de commerce, des écoles de gestion. Mais commercer quoi, gérer quoi? Des fonds d'assurance, des fonds de pension, des je ne sais quoi d'autre. Mais on ne produit plus. Il y a plein de savoir-faire qui disparaissent. Le vrai problème, il est là. Lorsque l'on parle du problème des retraites, c'est un problème de natalité, c'est un problème de savoir-faire, un problème de développement économique. Parce que vous pouvez payer des retraites à des gens, ils vont acheter quoi si on ne produit plus rien? On va importer, c'est un dérèglement complet, et c'est, à terme, la mise en soumission, la mise en esclavage de nos peuples. Il y a donc une remise en cause de toutes ces choses-là. Ça, lorsqu'on parle du problème des retraites d'un point de vue comptable, ça n'est jamais abordé.
Alors, je pense que vous avez bien fait tout le tour du sujet, vous avez répondu aux questions préparées. Et donc nous allons lancer le 3e dossier sur l'armée française, l'ami Jean. Ouais, les problématiques au sein de l'armée française et donc les différents problèmes qui secouent l'armée française actuellement. Les casernes qui se vident, un armement qui est de moins en moins, enfin le renouvellement technologique est de plus en plus mauvais. Quels sont les différents points, disons, qui secouent l'armée actuellement? Je pressens qu'on peut aussi partir sur les fameuses frégates qui n'ont pas été livrées aux Russes, etc. C'est un sujet très vaste finalement. Effectivement, le gros problème, déjà à l'origine, c'est que la France, comme la plupart des pays d'Europe, n'ont plus de volonté de puissance. Ce sont des États qui ont abdiqué leur souveraineté Aux États-Unis. Aux États-Unis, et l'affaire n'est pas prête de s'arranger avec le fameux traité transatlantique qui est en cours de négociation, et qui n'est qu'une étape vers d'autres processus d'intégration encore plus importants, monétaires, étatiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment envie de se défendre. Il y a eu aussi, effectivement, il ne faut pas l'oublier à long terme, sur le long terme, le traumatisme de la guerre de 14, qui a entraîné la mort de la fine fleur de la France, quand même 1 500 000 jeunes gens qui ont manqué et qui manquent toujours aujourd'hui. N'importe quelle commune, n'importe quel monument aux morts des enfants, dans n'importe quel patelin français, on s'en rend compte, oui. Il y a tous les enfants qui y passent. Sans ça, ça aurait été un bouleversement démographique. Là, si en fait on enlevait ce fait. On a enlevé à la France ses forces vives. On a enlevé à la France et on ne s'en est toujours pas relevé. Les forces vives de la nation. On ne s'en est toujours pas relevé. D'autant plus que maintenant, on tue les générations à venir par l'avortement. Mais, ou la pilule avant l'avortement. La pilule avant l'avortement. Oui, de toute façon, aujourd'hui, c'est simple. Si vous avez la chance, si vous arrivez à naître, après, lorsque vous devenez trop vieux, comme vous coûtez trop cher, vous euthanasiez. Voilà, il y a aussi l'euthanasie. Voilà. Donc, vous savez, et entre les deux, si vous arrivez à survivre entre les impôts, le racket et toutes les choses qu'on vous fait, vous avez de la chance. Ouais, la conscience nationale. Voilà. Mais bon, là, on s'écarte un petit peu du sujet. Il y a donc tout un esprit antimilitariste, antipatriotique qui s'est développé tout au long du XXe siècle, et qui existait même un petit peu avant 14, puisque on ne voulait plus entendre parler de l'armée, soldats crossent en l'air. Einstein a des déclarations du genre d'ailleurs. Oui, crossent en l'air. On parle toujours même de Léon Blum qui disait en 1932, s'il faut détruire l'armée, j'en suis. Mon dirigeant socialiste. C'est pas ce qu'il a dit en 1940 quand c'était face à Hitler. Là par contre, il voulait tout de suite une remilitarisation, comme Einstein d'ailleurs. Oui, là, oui. Ces gens-là. Ces gens-là qu'on nous présente comme des grands intellectuels sont de sinistres crétins. Des belliqueux en fait. Oui, non, mais Blum, c'est pas la fine fleur, hein, si je puis me permettre. Et vous avez Jean Zay qui avait écrit le drapeau français se torche-cul. Tous des sociales, enfin il y a tout un courant français contre l'armée. Vous prenez la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine, les cégétistes sabotaient le matériel. Lorsque au moment de l'Indochine ou de la guerre d'Algérie, lorsque les soldats blessés revenaient, on s'arrangeait à faire tomber les civières dans le port, dans l'eau. Ah oui, oui. Oui, il y a eu des histoires de... Mais 68 aussi, c'est un esprit antimilitariste. 68, c'est un esprit antimilitariste. Il y a tout un esprit de lutte, de dénigrement de l'armée, de dénigrement des militaires. Donc aujourd'hui, en plus, on a un pouvoir socialiste en place, mais disons que ce soit socialiste ou UMP, non, pardon, républicain, l'état d'esprit est quasiment le même, sauf sur les marges, parce que finalement, un mouvement comme l'UMP républicaine, là, a une marge à droite qui n'a pas encore très bien compris dans quelle barque elle se trouvait, et qui conserve un esprit, disons, de bon sens militaire en France. Et donc, aujourd'hui, l'armée est dénigrée. Il y a des problèmes budgétaires. Que va-t-on faire? On va utiliser l'armée comme variable d'ajustement.
interventionniste, quoi, une armée Non, mais interventionniste. on va utiliser déjà l'armée comme variable d'ajustement. On va réduire les budgets. Les budgets de l'armée ne cessent de diminuer. Aujourd'hui, l'armée française, il y a un général qui avait dit il y a quelque temps, bientôt, elle pourra tenir dans le Stade de France. Je crois qu'on y est quasiment. Et le paradoxe, c'est qu'on a un gouvernement en place, la Hollande, comme d'ailleurs la plupart des socialistes, qui veulent intervenir à travers le monde. On intervient tout azimut. Mais seulement, on ne se donne pas les moyens militaires d'intervenir. On ferme des casernes, on supprime des régiments, on limite l'entretien du matériel. Problème de paiement. Problème de paiement avec le fameux système Louvois, quand on voit que nos soldats, les familles de nos soldats et officiers ont été obligés parfois de faire des emprunts pour pouvoir arriver à survivre alors que le ministère était incapable de traiter l'affaire, c'est lamentable. Et aujourd'hui, on en arrive à une armée croupion. Et c'est extrêmement grave, parce qu'une armée qui ne dispose pas de moyens, c'est une armée qui s'affaiblit, c'est une armée qui ne développe pas ses potentiels, et c'est en arrière-plan une industrie militaire qui se détruit. Or, l'industrie militaire dans un pays, ça a toujours été le fer de lance du développement industriel. Pourquoi? Tout simplement, un pays doit se défendre, et pour assurer sa survie, il met les meilleurs moyens au service de cette survie. Et la défense en fait partie. Et la recherche industrielle, la recherche technique est hautement favorisée par cette nécessité. La France, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même dans l'ancienne URSS, aujourd'hui en Russie et même en Chine, c'est la recherche militaire qui fait avancer le progrès technique. Ouais. Hein? Donc aujourd'hui, si on détruit notre industrie d'armement et notre armée, nécessairement il va y avoir un déclassement encore accéléré de la France. Donc c'est extrêmement grave. Même la médecine militaire a été visée, on en parlait d'ailleurs. La médecine militaire est visée. Bon là il y a un scandale quand on est en train de fermer l'hôpital du Val-de-Grâce, qui était quand même un des hôpitaux phares de notre système de santé. D'ailleurs, nombre de chefs d'État africains en venaient, notamment Bouteflika. Bon, je ne polémiquerai pas sur la question, mais bon. Et non seulement on ferme le Val-de-Grâce, mais bientôt, ce sont les hôpitaux militaires de Lyon, de Marseille, qui vont fermer. Il y a déjà une quinzaine d'années, on avait fermé l'hôpital d'Arrêt à Toulouse. Tout simplement, on veut détruire tout ce qui est militaire. Et la médecine militaire, en particulier, en disant qu'elle coûte plus cher que la médecine civile. Mais c'est oublier que les médecins militaires ont un savoir-faire, une efficacité que n'ont peut-être pas nécessairement tous les médecins civils, parce que soigner des gens au combat, être en intervention dans des conditions extrêmes, nous donne en général des médecins d'une grande qualité. Donc il y a là encore une destruction, un travail contre la France, un appauvrissement de la France, et ceux qui agissent de cette manière, d'une certaine façon, trahissent l'intérêt national. Ouais. Donc c'est sur la question de la conscience nationale. La question de la conscience nationale, on n'avait pas évoqué non plus cet événement en se tournant des attentats de Charlie Hebdo qui fait qu'il y a un retournement un peu de la situation. C'est-à-dire que l'État maintenant veut faire demi-tour et veut rouvrir des casernes à nouveau. Oui, les réservistes sont employés pour avoir de nouveaux, des nouveaux militaires. Oui, oui, alors là, c'est la situation d'urgence. On se rend compte qu'il y a le feu à la maison et puis on cherche à utiliser des extincteurs. Mais pour le moment, au lieu de trouver des extincteurs, tout ce que l'on trouve, ce sont des arrosoirs ou des bromes. On n'a pas beaucoup de lances. Hein. Alors effectivement, mais alors là, ça pose un autre problème aussi, des réservistes. Comment voulez-vous avoir beaucoup de réservistes alors que l'on a passé son temps à casser l'armée et à dénigrer l'armée? Aujourd'hui, je me souviens encore étant jeune, dans les années 60-70, il était courant de croiser dans la rue des militaires en uniforme. Aujourd'hui, c'est extrêmement... Des habits avec des soutanes également. Des habits avec des soutanes. Les gens portaient l'uniforme de leur métier, de leur activité, scolaire ou autre. Aujourd'hui,
on dissimule toutes ces choses. Donc déjà, l'image d'une corporation, d'une activité ou d'un métier disparaît dans le pays. Il y a eu la disparition du service militaire, soi-disant pour des raisons budgétaires. Mais le service militaire, qui a peut-être moins son intérêt aujourd'hui dans la mesure où il y a une armée professionnelle, où il y a des matériels sophistiqués à manipuler, entraîne peut-être d'avoir moins d'appelés. Mais il y a une chose extrêmement importante dans le service militaire, c'est la formation du français, du citoyen, enfin, du naturel français, à la défense, à apprendre à savoir à manier une arme, à savoir se défendre. Dans la formation d'un homme complet, un homme complet doit savoir se défendre. Il doit être formé intellectuellement, mais il doit aussi être en mesure de se défendre, de manier des armes, ne serait-ce qu'en cas de guerre ou de conflit. Vous prenez la Suisse, eh bien... chaque Suisse est armé. Chaque Suisse est armé, mais là encore, la Suisse est un pays relativement homogène, quasiment homogène ethniquement et culturellement, ce qui n'est plus le cas de la France. Les gens ont encore une formation civique, claire, nette. Chez nous, il y a bien longtemps qu'on n'apprend plus aux gens à respecter quoi que ce soit. Hein. Mai 68, c'est bien la mise à bas, je dirais pas d'un ordre moral, mais de principes de vie en commun minimaux. Alors est-ce que ce n'est pas un paradoxe finalement de à la fois supprimer l'armée, comme ils le font, et en même temps l'utiliser partout dans toutes ces guerres via l'OTAN? Bien sûr, mais ça c'est l'incohérence du pouvoir, de l'actuel pouvoir de leur République. Hein. Ils utilisent l'armée à leur fin tout de même, ils arrivent à... Mais ils utilisent l'armée, alors effectivement, je crois que nos politiques ont la chance d'avoir des soldats d'une extrême qualité et d'avoir dans les soldats français peut-être parmi les meilleurs soldats du monde. Parce qu'ils arrivent à tout faire avec pas grand-chose. Avec peu de moyens. Il y a moins de logisticiens derrière un homme armé. Et voilà, il y a moins de logisticiens. Lorsque l'on regarde la France, l'armée française, c'est relativement à ses moyens et relativement à ce qu'elle fait, c'est vraisemblablement une des plus performantes du monde, sinon je dirais presque la plus performante. Ouais. La plus performante. On allait y venir justement, en fait, donc un conflit au Mali. Non, pardon, parce que je voulais relancer sur un autre détail. Oublié sur les ordres militaires, toujours, de dire est-ce que la conscience nationale n'est pas évincée, y compris dans ces ordres d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il est bien vrai que lorsqu'on envoie les soldats français se battre au Mali, en Afghanistan, là maintenant contre Daesh ou enfin l'État islamique, parce que c'est un acronyme particulier, ils ne sont pas là pour servir les intérêts français, ils sont là pour servir les intérêts de l'OTAN et les intérêts, disons, du mondialisme à face américaine. On est là pour jouer leur supplétif. Et effectivement, c'est nos militaires servent le gouvernement, un militaire, effectivement, il intervient là où on lui dit d'intervenir. Ou alors, dans ce cas-là, on a affaire à une armée politique, et pourquoi pas une armée politique, il y en a eu dans l'histoire qui ont été extrêmement bonnes, extrêmement... C'est que ce sont un peu des mercenaires, finalement. Là. Et là, aujourd'hui, à mon avis, nos militaires sont utilisés comme des mercenaires, et à leur corps défendant, ne défendent pas la France. Non, et pas pour leur patrie. Oui. Non, à mon sens, ils ne travaillent pas pour la patrie. Alors, lorsqu'on discute avec certains militaires, il y en a qui éludent la question. Je suis militaire, c'est un point de vue. Il y en a d'autres qui se posent qui se demandent, franchement, que fait-on là-dedans? Oui, parce que la question qu'on se pose, c'est qu'il y a tout de même un manque de réaction et parfois quelques réactions. Voilà, non mais je ne connais pas particulièrement le milieu militaire, mais parmi les militaires que je peux connaître, il y en a qui se posent beaucoup de questions, mais qui servent parce qu'ils sont militaires, ils ont l'amour du service bien fait,
et d'une sorte de sacerdoce, parce que... Oui, c'est ça, ce sont des ordres. Hein. Mais ce sont des ordres. Mais d'un autre côté, il y en a qui se posent des questions en se demandant à quoi tout cela rime. Hein. Et puis là aussi, la question multiethnique entre en jeu au sein même de l'armée de terre, etc. Mais les questions multiethniques, à partir du moment où, par exemple, on enrôle des musulmans, je dirais presque qu'il est normal que, de leur point de vue de croyants musulmans, ils refusent d'aller combattre d'autres musulmans. De leur point de vue. Je ne dis pas que je les approuve, mais j'essaie de comprendre leur façon de refus d'être envoyé en Libye. Dans la mesure où, lorsqu'on est un musulman cohérent, un musulman pratiquant, un musulman religieux qui a lu le Coran, qui a lu... la seule loi qui convient, c'est la loi coranique, puisque c'est la loi divine. Donc, les lois laïques, les lois républicaines, les lois de tout ce qu'on veut d'ailleurs, elles ne comptent pas. Elles doivent se soumettre à la loi divine, et c'est tout à fait normal. Dans la hiérarchie des valeurs, Dieu est au-dessus des hommes. Donc, il est tout à fait normal que ces gens-là, en pleine cohérence, disent on ne va pas aller combattre d'autres frères musulmans. Et là, l'erreur, elle ne vient pas de ces gens-là, elle vient tout simplement du gouvernement qui manque d'une totale cohérence, et sûrement d'une totale compréhension de ce qu'est l'islam. L'islam, en gros, pour beaucoup de gens, c'est une religion, c'est un christianisme enturbané. Non, c'est autre chose. L'islam, c'est une idéologie religieuse et politique. C'est tout à fait autre chose. Elle mène les deux, oui. Elle mène les deux. Et si on veut analyser l'islam à travers une grille de lecture chrétienne, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Nous, il y a distinction des pouvoirs politiques et religieux. En islam, il y a fusion. Il y a confusion, enfin... pouvoir temporel et spirituel, comme on dit. Voilà. Bon, d'ailleurs, chez nous, il n'a pas toujours été facile de séparer le politique du religieux. Voyons le césarisme chez les orthodoxes, d'ailleurs, ou à Constantinople. Mais non, mais les musulmans, eux, sont tout à fait cohérents en disant je ne vais pas aller combattre d'autres musulmans, et mon allégeance, elle est à l'islam, elle n'est pas à la France. Alors évidemment, il y en a qui arrivent à concilier les deux pour telle et telle raison. On a eu les harkis qui se sont battus pour la France, pour une certaine idée de la France. Mais il faut bien voir qu'à cette époque-là, l'islam n'était pas en pleine résurgence, en plein renouveau comme il est actuellement. Dans les années 50, bon, je n'ai plus les auteurs en tête, mais il y avait des auteurs qui écrivaient que l'islam était une religion en train de disparaître. C'est en train de disparaître. Et ils projetaient qu'à l'orée du XXIe siècle, l'islam aurait disparu. Ouais. L'islam était en recul quand l'armée française est arrivée en Algérie. Oui. Bien sûr. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais lorsqu'on était arrivé là-bas, en 1830, les musulmans offraient aux Français les mosquées pour les transformer en églises. Ah oui, il est bien loin ce temps-là. Oui, lorsque le maréchal de Bourmont a débarqué, les musulmans leur offraient les mosquées. Et on aurait pu continuer à les convertir, on aurait pu continuer à agir de cette manière, mais seulement le pouvoir maçonnique qui perçait de nouveau en France sous la monarchie de Juillet a empêché tout ça. En 1831, on a remplacé le maréchal de Bourmont par un maréchal franc-maçon, Clausel, et progressivement on a empêché la conversion. Lorsqu'un évêque, premier évêque d'Alger, depuis l'Antiquité, a été nommé Monseigneur Dupuche à Alger, et lui, en tant qu'évêque, il a entrepris la conversion. Très vite, on lui a cassé les reins, on lui a monté une affaire scandaleuse pour l'empêcher de continuer. Et pire encore, alors qu'un évêque à l'époque était inamovible, on l'a fait rapatrier à Bordeaux et enfermer dans un couvent. Monseigneur Dupuche. Ah oui. Voilà. Donc, on y allait avec l'idéologie laïque et pas avec la... Et voilà. Et alors, d'ailleurs, c'est même, de ce point de vue-là, un manque de charité vis-à-vis des musulmans, puisqu'on n'essaie même pas de les convertir au christianisme. Si un catholique, un chrétien, pense que c'est la vérité, c'est sa foi, il doit sauver l'âme de son prochain. C'est le moindre de charité. Et c'est le père Avril qui m'avait raconté cette anecdote. C'était dans les années 45-47, donc il était déjà habillé en séminariste.
et il rencontre, je crois que c'est sur le quai à Alger ou à Marseille, enfin dans un port, il rencontre un cadi musulman, un chef musulman, qui lui dit « Mais nous sommes moins que des chiens pour que vous n'essayiez pas de nous convertir. » Donc eux-mêmes, lui-même, avait parfaitement compris que si on n'essayait pas de les convertir, on les méprisait, on ne les aimait pas. Ouais, tout simplement. C'est bon, on en fait part. Ah oui, on en fait part aussi. Voilà. Donc, mais voilà. Donc nous, et comme disait le père de Foucault, si nous ne les convertissons pas, eh bien nous mettons à la porte et après ils traverseront nous condamner. Et voilà. Le danger est là. Et alors, avec cette fichue laïcité, on nous parle toujours de la laïcité à n'en plus finir. Il faut comprendre que la laïcité ne peut se comprendre que dans un cadre chrétien. Hors du cadre chrétien, elle ne peut pas se comprendre. On entend les socialistes, les francs-maçons et autres qui nous disent la laïcité, c'est la grammaire des religions. Non, c'est pas la grammaire des religions, la laïcité. Ce qui voudrait dire à ce moment-là que la laïcité était même une religion qui englobe les autres. Non. Tiens. Oui, on peut, si on lit le Sieur Payon, on a vite compris. Ah bah oui. Mais la religion, telle que la laïcité, n'est née que parce que le christianisme distinguait le politique du religieux. Et effectivement, à l'intérieur de la France, on pouvait croire ou ne pas croire. Donc la laïcité faisait que l'État, qui comportait déjà des protestants en un certain nombre, parce que l'idée de laïcité vient déjà des protestants, hein, puisqu'on avait des gens à part entière français, mais qui n'étaient plus catholiques, donc il fallait trouver un aménagement. Le fond de l'histoire vient de là. La laïcité se comprend dans le cadre d'une population qui a le même système de référence, le même système de compréhension et de vision du monde, qui est en gros le système helléno-chrétien. À partir du moment où on introduit un système musulman, ou un système hindouiste ou autre, eh bien, il y a un télescopage des visions du monde, et à ce moment-là, la laïcité ne fonctionne plus. Et les musulmans le comprennent très bien, avec beaucoup de bon sens. Il n'y a que nos chrétiens déchristianisés et nos prêtres à moitié défroqués qui ne veulent pas le comprendre. Alors nous allons passer au sujet du Mali, où l'armée intervient d'ailleurs, donc c'est un sujet assez lié. Oui, alors est-ce que ce sont de simples rixes intercommunautaires ou il s'agit-il d'un conflit qui est classique en Afrique? Une guerre tribale. Une guerre tribale. Au Mali, je n'emploierai pas le nom de guerre tribale. Le Mali est un pays artificiel comme la plupart de tous ces États africains. Qui est mauritanien en fait. C'est encore autre chose. Vous avez toute cette zone, disons, sahélienne, en gros, qui va depuis la Mauritanie, donc depuis l'océan Atlantique, jusqu'au Nil. Vous avez une vaste zone sahélo-soudanaise, en grande partie désertique, stépique, et dans laquelle, jusqu'à présent, jusqu'à avant l'arrivée des Européens, la colonisation européenne fin 19e siècle, vous aviez des populations, des tribus qui nomadisaient, vous aviez des embryons des États musulmans qui s'étaient constitués à travers le temps. Vous avez l'Empire du Songhai, vous avez le Kanem Bornou, vous avez, après les djihad du 18e et 19e siècle d'Othman Dan Fodio et de El Hadj Omar, des États qui s'étaient constitués, notamment l'émir de Sokoto au nord du Nigeria. Donc vous avez différents États qui s'étaient constitués, mais bon, c'était des zones d'influence, et notamment bien souvent avec des populations blanches, les Maures ou les Touaregs, qui réduisaient peut-être en esclavage, oui, en esclavage, mais aussi qui mettaient sous domination des populations noires, les Soudans, les gens du Soudan, et faisaient leur commerce, leur trafic, leur existence de cette manière-là. Donc, il n'y avait pas véritablement de frontières au sens où on les entend aujourd'hui. Et nous, lorsque nous sommes arrivés là-bas fin 19e, bon, parce que la véritable conquête s'est faite fin 19e et terminée début 20e, même dans les années 20 pour la pacification de certaines régions, on a fixé des limites administratives.
Ses limites administratives, bon, il y avait l'Algérie au nord, il y avait l'Afrique équatoriale, il y avait des différentes entités coloniales. On a fixé ces frontières et qui sont devenues des frontières d'États indépendants au moment des indépendances en 1960-61. Mais ces limites administratives ne tenaient pas compte des réalités politiques et des réalités ethniques. Dans le cas du Mali, on a intégré dans un même État, une même structure étatique, des populations au nord du fleuve Niger, qui étaient des Touaregs, des Maures, avec des populations noires au sud. À ceci près que la démocratie étant ce qu'elle est, elle donne la majorité, le pouvoir aux plus nombreux. Ce sont les populations noires du sud du Niger, du fleuve, qui ont pris le pouvoir et qui se sont mis à dominer leurs anciens maîtres. Ça crée déjà un renversement de situation psychologique et politique extrêmement important. Mais en plus, les Touaregs et les Maures au nord se sont vus privés de leur possibilité de nomadiser et se sont vus privés de leur possibilité de leur puissance. Ils se sont trouvés en quelque sorte des parias, en ayant perdu leurs moyens d'économie, puisqu'ils avaient du mal à circuler d'un pays à l'autre. Oui, rejetés des deux côtés. Rejetés de partout. Donc, depuis les années 60, un pays comme le Mali, mais aussi on pourrait en dire autant du Niger à côté, sont des pays instables. Et au Mali, il se trouve qu'il y a une forte proportion de Touaregs, qui a une conscience, disons, ethno-nationale très forte, des peuples un peu guerriers. Des peuples guerriers, et qui refusent absolument, et à juste raison à mon sens, de passer sous les ordres d'ethniques qui n'ont rien à voir avec eux. Et pourquoi pas alors, dans ces cas-là, aider ces régions à reformer les frontières, à essayer de... Ah, mais alors là, c'est une forme d'autisme du monde actuel, c'est le principe de l'intangibilité des frontières. On le subit d'ailleurs avec l'ancienne URSS, on le subit partout, les frontières ne doivent pas bouger. Elles ont été fixées une fois pour toutes en 1945, parfois même en 1919, et ne doivent pas bouger. Ce qui est complètement absurde parce que le propre des frontières dans l'histoire, c'est de bouger. Et aujourd'hui, comme on a une vision, disons, droit-de-l'homiste du monde, une vision démocratique des choses, un homme est un homme et interchangeable avec l'autre. Et nos idéologues formatés actuels refusent de voir et de comprendre qu'un Touareg, un Maure, ça n'a rien à voir avec un Malinké ou autre. Oui. Et donc, un pays comme le Mali s'est retrouvé structurellement instable. C'est ce qu'on appelle au nord, disons, au nord du... Comment ça s'appelle, du fleuve Niger, ça s'appelle le Zawad. Bon. Et sur les Touaregs à travers le temps ont lancé des mouvements de révolte qui ont été jusqu'à présent écrasés. Mais il s'est trouvé une chose, c'est que en 2011, il y a le président Bling, là, Sarkozy, qui s'est lancé, plus ou moins en entente avec les États-Unis, à détruire un élément stabilisateur de l'Afrique, qui était la Libye. C'est lié aussi. Bon, j'avais dit dans ma dernière vidéo, dans ma dernière intervention, que Sarkozy était un criminel. Oui, Sarkozy est un criminel, puisqu'il a détruit un pays, il entraîne des millions de morts, et en plus, lorsque l'on regarde l'origine de l'intervention, on peut se demander si aussi il n'a pas fait ça pour faire disparaître des preuves compromettantes relativement à son financement, au financement de ses campagnes électorales. Tout dernièrement, un de ses anciens collaborateurs, Ziad Taqieddine, a tenu exactement ses propos identiques aux miens. Kadhafi était un ancien proche de Sarkozy qui l'avait financé. Il l'avait financé, et il a dit lui-même, Sarkozy est un criminel. Et à partir de là, non seulement il n'y avait aucun intérêt à attaquer attaquer Kadhafi, puisque Kadhafi lui-même avait renoncé aux attaques terroristes
avait accepté une politique de coopération avec l'Europe, et en même temps, il stabilisait les mouvements migratoires qui venaient du sud de l'Afrique. Oui. Il s'entendait avec Berlusconi. Donc, il y a eu une politique stupide, criminelle, aberrante, en faisant sauter la Libye. Mais seulement l'État libyen était un État qui regorgeait de matériel militaire, peut-être en partie obsolète, mais qui fonctionnait quand même. Et évidemment, dans un pays qui part en chaos, surtout un pays qui n'avait pas d'unité ethnique particulière, eh bien, toutes les armes ont été récupérées par différents réseaux, ce qui a permis d'enflammer le Mali. Ce qui a permis d'enflammer le Mali. La Libye. La Libye, oui. La Libye, parce que la Libye, bon, on a toujours l'habitude de parler de la Libye avec la Cyrénaïque et puis la Tripolitaine, mais tout au sud, la Libye, c'est tout le désert qui descend jusqu'au Tchad. D'ailleurs, la confrérie des Sénoutias, d'où était issu le roi Idriss de Libye, renversé par Kadhafi en 69, avait tous ces réseaux qui descendaient par le Tibesti jusqu'au Tchad. Donc, il ne faut pas voir la Libye uniquement en regardant vers la Méditerranée, mais il faut comprendre que ces mondes-là étaient en interaction avec le cœur de l'Afrique et puis les côtes. Oui, mais c'était un facteur de stabilisation pour l'Afrique, avec les projets de Kadhafi qui étaient quand même... Et Kadhafi, alors Kadhafi, à mon avis, le fond de l'affaire, si Sarkozy avait des intérêts particuliers à voir disparaître Kadhafi, qui d'ailleurs a été pendant très longtemps son grand ami, tout à fait. Et Kadhafi, pas qu'on en dise, était un homme d'honneur et n'a jamais compris qu'il était trahi de cette manière. Kadhafi avait aussi un autre gros défaut vis-à-vis du système occidentalo-mondialiste, c'est qu'il était en train de mettre en place un système de financement autonome du développement africain. Le dinar or contre le pétrodollar. Le dinar or contre le pétrodollar. Et autrement dit, il court-circuitait tous les intérêts des financiers de l'axe Londres-Wall Street. Ce projet, d'ailleurs, plutôt pour la Libye et l'Afrique en plus. Et pour la Libye et l'Afrique, il avait créé une banque de développement, il avait en projet une banque centrale de développement africain, une banque centrale de souveraineté monétaire pour créer une monnaie interafricaine et autres. Il entrait complètement en opposition avec les plans du pouvoir mondialiste de Washington, enfin de la City et de Wall Street. Et à mon avis, c'est un des éléments essentiels, sinon l'élément essentiel de l'élimination de Kadhafi. De même qu'à chaque fois qu'un chef de gouvernement s'en est pris à cette puissance financière, on l'a diabolisé, on a cherché à le détruire. Ça commence en 1933 avec l'Allemagne, et ça a continué. Ça continue aujourd'hui, on peut dire, avec Bachar el-Assad. Avec Bachar el-Assad, ça continue. Il y a eu l'Irak, il y a eu tous ces pays-là, et même en remontant un peu plus loin, la volonté de puissance du Shah d'Iran. Qui avait échappé aux mains des Américains. Qui avait échappé aux mains des Américains, explique la révolution islamique de 79. Alors on peut même se demander d'ailleurs, aujourd'hui beaucoup de gens nous disent les États-Unis, tout ce qu'ils ont entrepris, c'est un échec, l'Afghanistan est un échec, l'Irak est un échec, la Syrie est un échec, enfin tout est un échec, on a l'impression que l'Ukraine est un échec. À chaque fois de gros enjeux pétrolifères, gaziers... Mais on peut se poser aussi la question, si cet échec n'est pas aussi voulu, c'est la stratégie du chaos. Parce qu'à défaut de dominer les gens, eh bien, on les détruit et on les entraîne à s'entretuer entre eux. Pendant ce temps-là, eh bien, on surnage dessus. À défaut d'être les plus forts parmi les forts, on est les plus forts parmi les faibles, puisqu'on a détruit. D'ailleurs, il avait été dit au moment de... Je crois que c'est Madeleine Albright qui avait dit à propos de l'Irak, on la réduira à un État tribal. Et effectivement, Saddam Hussein
dans les années 80, était en train de développer l'Irak et d'en faire une puissance industrielle. Il y avait des projets de développement industriel extrêmement importants, et la qualité du savoir-faire et d'intelligence des Irakiens permettait totalement ce développement. Donc la Libye déstabilisée, le chaos installé un petit peu partout, finalement pourquoi pas? Ça permet aux Américains de maintenir leur puissance qui, relativement, est en déclin dans la mesure où d'autres pays se développent, sortent du chaos comme la Russie, grâce à Poutine, d'autres comme la Chine, qui arrive à un stade de développement important, voire l'Inde ou moindrement le Brésil. Donc la situation telle qu'elle est actuellement, alors au Mali, la faiblesse structurelle de l'État malien, qui est un non-État, s'est trouvée transformée en conflit guerrier avec cette affaire de la Libye. Et le problème, c'est qu'effectivement, à terme, c'est toute la bande sahélo-soudanaise qui peut être déstabilisée. Parce que le Mali est déstabilisé, mais il y a aussi, avec les interactions islamiques, il y a les mouvements islamiques comme Boko Haram au Nigeria. Lorsque l'on regarde tous ces États, on a l'impression que c'est très loin les uns des autres, mais quand on regarde sur l'histoire, ce sont des liens en interaction, en intercommunication. Quand on parle des djihad du 18e et du 19e siècle, les conquérants parcouraient des distances énormes. Et là, à mon avis, l'affaire du Mali n'est pas prête d'être réglée, parce qu'il y avait un accord qui devait être signé à Bamako là, au mois de mai, et si une partie des Touaregs, les Ingas dont je dis pas de bêtises, oui, les Ingas ont signé un accord avec le gouvernement de Bamako, le MNLA qui lui représente des morts et des Touaregs, surtout des Touaregs, a refusé de signer l'accord. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'entre les morts et les Touaregs, ils ne s'entendent pas nécessairement, ils peuvent s'entendre éventuellement contre Bamako, mais entre eux, il y a des conflits. Alors là, je dirais une chose que, bon, on a tendance à dire que le Nord Mali, c'est uniquement des Touaregs. Non, j'ai parlé des morts, mais il y a toute une partie ouest, ce sont les morts dans la région de Taoudénit. Il y a la région, disons, de l'Azawad, là où sont autour de Kidal, où sont les Touaregs, dans les Ifora. Et puis au sud, lorsqu'on s'approche de la région de Biao et de Tombouctou, là, c'est un mélange de populations. C'est beaucoup plus interlope. Hein. Et comment se départagent un peu les religions entre islam et chrétienté? Le christianisme est assez peu développé au Mali. Il existe à Bamako. Mais je crois que les chrétiens, je vais te dire une bêtise, mais je pense que les chrétiens sont en plus de 5% au Mali. Ah oui, carrément, oui, je pensais. Ah oui, donc c'est surtout musulman. Oui. Voilà, c'est essentiellement musulman. Voilà. Et je crois qu'il y a encore aussi des animistes, mais enfin, disons, c'est essentiellement musulman. Mais c'est un conflit, disons, on pourrait dire ethno-racial, quoi. Oui, voilà, des conflits encore ethniques. Voilà. Et la politique de la France devrait être d'abord de s'occuper d'elle. La politique de la France est d'abord de s'occuper d'elle. Et la première chose qu'il aurait dû faire, c'est de ne pas déstabiliser la Libye. Aujourd'hui, ne pas intervenir, c'est créer des foyers d'infection qui, avec les moyens de communication dont on dispose aujourd'hui, qui peuvent très vite infecter la France. Donc effectivement, par la force des choses, on est obligé de jouer la force stabilisatrice dans ces pays-là. En gros, on est obligé de réparer les erreurs et les fautes qui ont été commises par les gouvernements précédents. Par des nouvelles erreurs. Par des nouvelles erreurs, voilà. Donc on n'en sort pas. Bon, même les interventions que l'on fait actuellement contre l'État islamique, l'État islamique, c'est quand même une création plus ou moins états-unienne, occidentale, avec les financements du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Bon, là, on est en train d'essayer d'éponger toutes nos bêtises. Hein.
Alors quelle doit être la relation de la France avec son ex-empire colonial? Les relations de la France avec son... Sachant... couper les ponts comme voulait le faire De Gaulle, on a bien vu que ça ne menait à rien. La véritable politique, à mon sens, c'est non pas de refaire une recolonisation, quoique la recolonisation existe, elle existe non pas par les États, elle existe par les multinationales. Par les multinationales. Mais ce qu'il faudrait, c'est au moins établir des accords, des partenariats qui permettent à ces pays-là de se développer au moins pour fixer les populations sur place, leur permettre de vivre, et puis éviter qu'elles se déplacent chez nous. Enfin, disons, jouer un rôle de force stabilisatrice. Mais pour cela, il faudra aussi que la France retrouve une volonté de puissance, et puis sache parler fermement, en étant fière d'elle-même, et non pas en battant sa coulpe, en jouant les repentances à n'en plus finir. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait parce que nous étions une puissance forte. Nous l'avons fait parce que nous croyons en notre étoile, nous croyons parce que ce que nous faisions devait être fait, et nous n'allons pas dire aujourd'hui que tout ce que nous avons fait est mal, et mea culpa, non. Il faut déjà, pour être respecté surtout chez les musulmans, il faut déjà que nous-mêmes soyons respectables, et que nous affirmions notre puissance, nous affirmions notre force, notre droit à exister, et notre foi en notre histoire, en notre existence, et surtout en notre avenir, et en notre bon droit. En sachant, comme on en parlait un peu, que les livres d'historiens écrivaient que la race noire allait disparaître sans notre intervention. Effectivement, si aujourd'hui l'Afrique connaît un développement démographique extrêmement important, elle le doit aux médecins européens, notamment français, qui ont sauvé nombre de populations d'ethnies africaines de la disparition. Ils les ont vaccinés, ils leur ont donné des conditions d'hygiène qu'elles n'avaient pas ou qu'elles n'avaient plus, ils leur ont permis de se développer et de s'en sortir. Alors lorsque l'on dit que on est des criminels, on a tué des milliers de personnes, non, au contraire, si l'Afrique existe aujourd'hui avec une telle population, c'est bien grâce aux soins apportés par les Européens et par la science européenne, qui, je dois le dire ici, n'aurait jamais été possible sans la métaphysique chrétienne. Mais ça, c'est un autre sujet, mais il faut le dire, parce qu'on nous dit toujours que tout vient de chez les Arabes, tout vient du monde entier d'ailleurs. Non. Ça se prouve, ça se démontre. Sans la métaphysique chrétienne, qui a permis de développer certaines notions d'accroissement, de recherche, d'organisation mentale, on n'aurait pas le développement qu'on a aujourd'hui. Donc ça, il faut le dire, il faut en être fier, il faut le connaître, et non pas renier tout notre passé. Renier tout notre passé, c'est de la trahison, c'est du suicide. Bien, merci, vous avez pu faire le tour du sujet. Pour cette fois-ci. Voilà, pour cette fois-ci, la suite au prochain numéro. Et pour rappel, donc, nos entretiens ont pour but de faire connaître la revue Militant, ainsi que nos analyses nationalistes. Et il est possible de commander un numéro précis, de s'abonner, également de proposer un article via le site internet qui est... Revue Militant. Revue-militant.fr. Voilà, le petit tiret, bien évidemment. Voilà, et là, tous les formulaires de contact et prix sont disponibles. Voilà. Ou alors, si les gens veulent nous écrire, ils peuvent toujours le faire. Alors, je vais me permettre de prendre le papier, je ne connais pas l'adresse à fond. Mais, alors, Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris, CEDEX 10. Vous avez un PDF qui est à votre disposition dans la rubrique abonnement. Tout à fait. Voilà. Bien, merci à vous, ami Grandillon. Merci Florian, merci Jean. Merci monsieur Grandillon. Et comme on disait, la suite au prochain numéro. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut.